Bonjour à toutes et bonjour à tous. Antoine Conjard, le maître des horloges et de l'événement, me fait signe qu'on peut démarrer. Peut-être que quelques personnes nous rejoindront. On est en petit comité, mais ça facilitera, j'imagine, les échanges. Et c'était le sens aussi un peu de la matinée. Donc soyez les bienvenus, je me permets de le dire dans cet amphi, même si je ne suis pas le maître des lieux, pour une table ronde qui va nous mener jusqu'à 12h30 à peu près. On se donne 1h15, 1h30. Après, je pense qu'il y a question physiologique, on aura sans doute faim et le cerveau tournera un petit peu moins bien. Alors on est ensemble ici pour parler de commun, notamment, d'imaginaire, et plus précisément de la Terre en commun, du vivant et de nos changements d'imaginaire. Donc je n'ai pas besoin de vous dire ici l'importance de ces mots. On parle de nouvelle extinction, on parle du commun, il s'invite partout, même dans la campagne électorale des municipales. Il est réapproprié ce terme aujourd'hui. Voilà, vous avez en direct mon mot de passe. Donc. Minuscule. HAVA, c'est ça ? Ouais. Bon, ben, je répète, HAVA pour le mot de passe, c'est très sympa. Voilà. Donc, on va essayer d'engager ce dialogue avec une artiste qui est à ma gauche, et un écrivain, mais vous verrez qu'ils ont plusieurs casquettes et plusieurs formes de faire et de réfléchir et d'agir, notamment dans l'espace public. C'est une réflexion qui est en dialogue avec un échange qu'on avait eu autour de Gaïa et de Bruno Latour il y a 2 ans, 3 ans déjà, à l'Hexagone, mais aussi d'une réflexion qu'on avait engagée avec Antoine, avec Thierry Ménissier, qui était là, je crois, hier ou avant-hier, sur la question des ateliers de l'imaginaire, avec cette idée que ce qui pouvait faire bouger le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui peut sembler, alors selon les lunettes qu'on adopte, bloqué ou en effervescence, mais un certain nombre d'entre nous imaginent qu'il y a des formes de blocage ou de dépassement. On avait mis disons, en forme cette idée d'imaginaire et comment on pouvait co-construire ensemble des imaginaires qui débloquent et qui nous permettent de faire bouger les mondes ou le monde dans lequel on est. Je dis les mondes parce que en échangeant avec vous deux, il y a deux personnes au moins qu'on peut avoir en commun, ou 2 lectures en commun, c'est Latour et Descola. Il me semblait que c'était deux personnages et 2 intellectuels que vous partagiez. Donc je vais juste dire un mot très rapidement et je vais les interpeller aussi sur leur parcours, donc sur nos intervenants. Donc je ne suis pas, enfin je ne possède pas cette belle langue espagnole, donc je vais traficoter votre nom, mais Rocio Berenguer, c'est bien ? J'ai bossé pendant 10 minutes au moins avec toi. Donc tu es metteur en scène. Et dans ton dernier spectacle qui s'appelle G5, donc on voit tout de suite le lien avec des instances internationales, tu as imaginé un monde ou des mondes dans lesquels l'humain n'était pas au centre. Et moi je trouve que ça fait du bien, ce petit décalage. Je dois dire aussi que tous les deux, vous faites partie d'artistes, d'intellectuels, de chercheurs aussi qui regardent des réponses dans les mondes d'à côté, mais aussi qui n'ont pas peur du politique et d'une forme d'engagement politique ou dans la politique. On y reviendra peut-être. Camille de Toledo, donc tu es écrivain, artiste, philosophe, pas peur non plus de s'engager du côté du politique. Tu es impliqué dans des projets à Lyon, sur la question de l'enquête dans l'école urbaine, mais si on t'a repéré, et tout de suite, dès qu'on a évoqué cette idée du Parlement, il y a ton nom qui est revenu dans un projet qui peut faire rêver, qui s'appelle le Parlement de Loire, et où, il me semble, on convoque d'autres acteurs que simplement, là aussi, les humains. Voilà pour ma petite présentation et ma petite introduction. Donc simplement, on a imaginé à 3 la façon dont on pourrait débattre. Donc ce que moi je vous propose, c'est une présentation des travaux. Et on a imaginé que il est 11h, vous vous posez là, vous avez vu énormément de choses, donc c'était bien qu'on reparte
dans l'imaginaire d'images. Donc j'ai demandé à nos deux intervenants de présenter en 5-10 minutes avec un support en image leur travail. Donc on enchaînera les deux. Et de ce choc-là, j'imagine qu'on aura, moi j'aurai des questions, mais j'aimerais tout de suite qu'on puisse engager la réflexion sur la fabrique des imaginaires et toutes les changements de comportement, les façons de faire. Et puis après, dans un troisième temps, donc avant la fin, donc Antoine, 10 minutes avant, me fera un petit signe. Et puis moi j'aimerais bien, c'est peut-être mon côté, c'est peut-être pour ça que je suis là, en tant que géographe, il y a un petit côté terrain, il y a un petit côté concret. Comment vous nous aurez amené à nous balader dans des imaginaires, dans toutes sortes de dispositifs. Moi j'ai envie toujours de vous ramener ici et maintenant pour regarder ce qu'on pourrait faire avec un certain nombre d'échéances ou de questionnements. Hier, il y avait des gilets jaunes qui étaient présents, mais il y a des municipales qui arrivent. On parle d'instances internationales, mais aussi du ici et maintenant concrètement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait tenter, nous, de nous approprier ce que vous nous proposez là. Alors peut-être avant, si le programme vous convient, oui, je voulais dire qu'il y a 2 personnes, je crois, dans la salle qui feront circuler les micros. Donc vous nous interrompez quand vous voulez. On est entre nous là, donc on peut très bien échanger. Moi, j'ai une question pour vous deux, toujours cette idée un peu d'où je parle. Vous interrogez un peu d'où vous parlez, mais moi, j'aurais voulu savoir pourquoi très rapidement vous êtes engagé dans cette question-là. Il n'y a peut-être pas de réponse. Hein. Il n'y a peut-être pas un moment T où vous êtes rentré dans cette réflexion-là, et peut-être qu'elle est présente depuis très longtemps. Avant de passer les films, je trouvais intéressant qu'on puisse vous entendre là-dessus. Alors, je vais rester galant à l'ancienne, en te laissant la parole. Donc pourquoi pas tu es là ici à l'Hexagone, on l'a compris un peu, mais pourquoi cette question-là, pourquoi les imaginaires, pourquoi convoquer les minéraux, les animaux autour d'une table? Est-ce qu'ils ont demandé à être convoqués? Ouais, j'ai finalement pas mis de table, mais en tout cas j'ai essayé de convoquer le règne minéral, le règne végétal, animal, humain et machine, dans un G5, comme serait un G20, comme ça, pour débattre un peu le futur de la vie terrestre. Et ça vient de plusieurs choses, mais une, c'est, je me suis inquiétée à la disparition de l'altérité, que c'est quelque chose que, voilà, après on peut creuser, peut-être, je le dis de façon maladroite, mais une altérité extrême, c'est-à-dire d'accepter un autre vraiment différent et le considérer comme faisant partie de l'ensemble, quoi, dans la continuité. Et donc moi, la question de l'altérité était très forte, et du coup, dans ces altérités extrêmes qui peut proposer un minéral, un végétal, une machine, même si c'est symbolique, et ça nous amène aussi à re-questionner comment on peut accepter l'altérité proche chez l'autre. 1 et 2, c'est que je suis influençable par les imaginaires collectifs aussi, et qu'autour de moi, je voyais qu'il y avait beaucoup d'imaginaires très catastrophiques, apocalyptiques, voilà, tout s'enfondre, c'est la fin, machin. Et moi, dans mon travail, dans ma vie, j'essaye d'être dans une position active et constructive des choses. C'est-à-dire, et je ne pouvais pas me laisser faire pour ces imaginaires-là et dire, voilà, donc moi, dans ma petite parcelle, avec juste mon imaginaire dans ma tête, qu'est-ce que je suis capable de créer comme image d'un futur dans lequel j'aimerais vivre, j'aimerais qu'il existe. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'aimerais vivre dans un monde dans lequel l'humain n'est plus au centre du cosmos, dans lequel les autres formes de vie, ils ont un statut d'égal différent, c'est égal value, mais dans sa diversité. Et voilà, et du coup, ça m'a fait triper, ça. Ça fait penser à une phrase de Woody Allen qui dit « Le futur m'intéresse parce qu'a priori, j'ai l'intention d'y habiter ». Donc à ce côté, voilà, je vais essayer de faire quand même quelque chose par rapport à cet habitat. Mais merci, c'est très synthétique. Alors je ne sais pas si Camille de Toledo, tu as envie de nous dire là aussi pourquoi ces aventures, Parlement de la Loire. Je dois dire qu'on ne s'était jamais rencontrés. Mais j'ai lu cet été un bouquin dans lequel tu as contribué ou tu as porté, qui s'appelle « Les potentiels du temps », qui m'intéresse beaucoup aussi sur la capacité qu'on a à augmenter des lieux, réfléchir sur le temps et l'espace. Voilà. Alors pourquoi ces questions-là? Pourquoi cette approche? Rapidement. Hein. Oui. Merci de m'avoir accueilli ici. Je partage beaucoup ce que tu viens de dire. Je pense que j'ai grandi comme pas mal de personnes qui sont nées à la fin du XXe siècle dans un temps des finitudes. J'ai acquis en quelque sorte une conscience politique lors d'un événement
que peut-être certains d'entre vous ont traversé, qui était la chute du mur de Berlin. Je vis à Berlin aujourd'hui. Juste après la chute de Berlin, il y a eu un refrain éditorialiste, en fait, mais qui a conquis le monde et qui partait d'un philosophe, politologue américain qui s'appelle Francis Fukuyama, qui parlait déjà de la fin de l'histoire. Et dans le sillon de cette fin de l'histoire, en fait, j'ai vu comme ça égrener toute l'histoire des fins, la fin de la littérature, la fin de l'art, c'était déjà Arthur Danto. Puis quand ils en ont eu terminé avec la litanie des fins, on est passé au refrain apocalyptique dont parlait Rocio. Et je crois qu'il y a une sorte de désir enfantin, en fait, qui a à voir d'ailleurs avec l'idée que en enfant j'habiterai le monde et encore demain et encore demain et encore demain, à dénouer ces nœuds de finitude, en fait, à repousser toujours plus loin, à aller vers l'infini et pas vers le fini, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un tapis, c'est un tapis très très fort qui a toujours été là chez moi, avec des expositions à Leipzig qui conjuraient cette histoire des fins. Voilà. Et donc comment est-ce que je fais de l'infini à partir du fini? C'est une grande question du premier rapport Meadows qu'avait lu mon père et qui avait mis en lui tant d'angoisse, justement déjà apocalyptique, que vous connaissez peut-être, mais qui est ce moment de prise de conscience de la rareté des ressources. C'était ce fameux rapport sur les limites de la croissance. On est en 1972, juste avant la première chute, avant la première crise pétrolière. Et la grande question de ce rapport, qui était le premier rapport scientifique, disons, qui va donner ensuite aujourd'hui toutes les thématiques de l'Anthropocène, mais ce premier rapport, sa question, c'était comment penser une croissance infinie dans un monde fini. Et je crois que c'est une question à nous autres espèces et dans cette zone terrestre qu'on appelle la zone critique, qui n'a fait que s'aggraver dans son actualité, en fait. Comment est-ce que l'on pense de l'infini à partir du fini? Et voilà, donc ça, c'est sûr que c'est vrai que c'est très bien de l'entendre. Une autre raison pour laquelle je suis rentré dans ces histoires de parlement étendu, tu disais, je lis beaucoup de philosophie, je suis philosophe, juriste, etc. Bon, j'aime beaucoup les approches spéculatives, potentielles, où justement je déjoue des scénarios, déjà bien entendu, mais une des raisons pour lesquelles j'y suis rentré, c'est par des histoires de langage. C'est-à-dire que j'observe que les communautés politiques, là on en arrive à la question politique, mais les communautés politiques s'organisent autour des langues. Et moi je suis polyglotte, je passe des frontières de langue parce que dans ma famille on parlait plein de langues, mais je suis frappé de voir à quel point les communautés politiques tentent à régresser autour des langues, c'est-à-dire c'est très difficile de penser du commun à plusieurs langues, donc j'ai beaucoup travaillé sur les notions de traduction. Qu'est-ce que traduire, en fait, et pourquoi traduire permet de penser des communs qui soient plus vastes. Parce que si je peux commencer à parler ou à te comprendre en espagnol et que je peux inviter un Allemand et que je peux te traduire ce qu'il dit en allemand, alors je commence à créer une politique qui est tout autre, en fait. Et donc j'ai beaucoup travaillé pendant 8 ans à une institution autour de la notion de traduction. Donc c'est vraiment par la notion de langage. Et puis, comme je lisais des Scola depuis des années, Latour, etc., est arrivée cette question de mais en fait, si je prends la traduction comme langue des communs à venir, je vais aussi me poser la question de comment parlent les autres vivants et comment parlent les autres non vivants. Comment le monde parle, en fait, puisque le monde nous parle, ne cesse de nous parler et nous ne cessons de parler avec le monde. Et donc là vient cette question de comment est-ce qu'ensuite je les accueille institutionnellement, politiquement, etc. D'accord, on y reviendra, je propose, dans le moment de où, comment atterrir. Je propose qu'on diffuse. Je le redis, en fait. Voilà, je propose qu'on démarre avec la première vidéo donc, de Rocio Berenguer. Je m'adresse là à l'équipe technique. Pas se faire des... Ah, si pas se faire un torticolis. Oui, mais on peut descendre, ouais, tout à fait, il n'y a aucun problème. Il y en a pour 5 minutes, hein, à peu près. Hein. Et je vais rester si tu commentes. Tu vas commenter? Ah oui, je peux commenter. Donc là, on voit une espèce humaine qui est en train de parler. Non, on peut mettre le son, sinon. Ça, c'est une performance qui s'appelle Coexistence. En fait, dans le projet de G5, il y a 3 volets. Donc, un volet performance, coexistence. Un volet... On y va? On commence.
Hier. Introduction du troisième stade de négociation. L'animal exige des excuses du côté humain, est un allié de la machine, est capable de faire n'importe quoi à cette fin. Non, c'est faux. La machine craint le minéral car il serait le seul capable de la dominer ou la détruire. Ce n'est pas exactement ça. Là, il dit... Les particules de vieux monde, fantômes du passé, particules de vieux monde, qui essayent de s'évaporer. We are the bad weeds, donc on est les mauvaises herbes, c'est un représentant des mauvaises herbes. Et ça, c'est un... En fait, on fait voter les gens au début, quelles images de futur ils ont, et à la fin de la performance, par rapport à ce qu'ils ont voté, on va se promener dans un monde de 3D avec les éléments qu'ils ont votés. Donc s'ils ont voté beaucoup de machines, il y aura beaucoup de machines. S'il n'y a pas d'art, beaucoup de pollution, tout ça. Et on essaie d'avoir une vision comme ça, immersion dans ces mondes qu'ils ont votés à partir de comment ils se voient le futur. Voilà, donc ça c'était une partie. On a aussi joué ici à l'Hexagone mardi et mercredi de cette semaine, le G5, le spectacle, dans lequel il reprend certains éléments. Et en fait, j'essaye de faire des créations qui c'est plutôt un univers qui se développe à partir des recherches et des rencontres et des choses comme ça. Et à l'intérieur de cet univers, après, il y a des formes qui sortent. Et dans cet univers, il y a aussi 3 formes. Donc, une, c'est Lithos, c'est une installation qui est toujours à expérimenter. Le G5, donc le spectacle officiel avec le débat qui a été présenté à l'Hexagone, et la performance Coexistence. Donc ça, c'est une petite présentation de ce travail. Et j'imagine d'autres développements possibles de ce travail, car il y a plein de choses qu'on a explorées, comme un traité des droits interespèces, qu'on le nomme vite fait dans les spectacles, mais que on l'a écrit et j'aimerais bien de le porter plus loin. Et ça, j'aimerais bien tirer la balle à Camille de Toledo parce qu'il est aussi là-dedans. Et voir quoi faire avec ce traité des droits interespèces. C'est-à-dire, une chose, c'est l'écrire, que ça devienne poétique, ou que ça devienne une idée comme ça fictionnelle, mais aussi parfois aller chercher, ce que je trouve intéressant, d'aller chercher où la limite de la fiction, elle peut frôler un peu la limite du réel et se coltiner, quoi. D'accord. Je propose qu'on passe tout de suite au travail de Camille de Toledo. Donc je m'adresse aussi à la régie pour la deuxième vidéo que tu peux venir commenter si tu souhaites. Non ? Ça déroule, d'accord, ok. Et puis après, on revient sur scène pour essayer de traduire tout ça ou pas d'ailleurs. Je m'appelle Camille de Toledo, je suis écrivain. J'ai travaillé beaucoup sur des histoires de fiction potentielle. Donc j'ai mis au service, en quelque sorte, l'écriture au service de manière de transformer la façon dont on a de gouverner le vivant, de gouverner, de penser les institutions. Et peut-être que ce qui me conduit à traiter de ces questions autour des auditions du Parlement de Loire, humain, non humain, vient beaucoup de mon travail sur la traduction, sur les langues, sur le langage,
puisque lorsque l'on parle d'éléments de la nature, que ce soit un fleuve, des montagnes, un lac, une forêt, on va tout de suite faire face à une question de langage. Quelle langue parle le monde? Et comment est-ce qu'on va parvenir à entendre cette langue du monde, des mondes, cette langue des éléments de la nature? Et lorsqu'on pense à la forme Parlement, Parlement de Loire, immédiatement on est face à cette question. Comment est-ce que l'on va faire entrer ces éléments de la nature, notamment à partir de la question du langage, dans la représentation? Pour comprendre les enjeux juridiques, philosophiques, politiques d'une personnalisation juridique du fleuve, il faut simplement peut-être partir de la crise écologique, de la crise bioclimatique, du problème de réchauffement planétaire, de la destruction de la biodiversité. Et simplement se figurer la chose de la manière suivante. Jusqu'à ce qu'on personnalise juridiquement les éléments de la nature, on avait un monde naturel qui était traité comme des choses, un ensemble de choses, et donc qui était exploitable, instrumentalisable comme des choses, alors qu'on appelle ça des ressources, mais en tout cas c'est tout ce monde extractiviste qui disait voilà, c'est des choses, donc tout ça n'a pas de droit. Et la révolution juridique, elle consiste en quoi? Elle consiste à élever les éléments de la nature au statut de sujet. Donc au lieu que ce soit des objets, désormais ce seront des sujets avec des droits. Et en ce sens, on rééquilibre un petit peu juridiquement, ontologiquement, politiquement le monde. Tout d'un coup, on donne plus de pouvoir aux éléments de la nature. Alors quand on parle de personnalisation juridique des éléments de la nature, en fait, on va se référer à un mouvement qui est en pleine accélération et qui a démarré de façon très factuelle en Nouvelle-Zélande par ce qu'on pourrait désigner comme l'émancipation juridique d'un fleuve, c'est-à-dire une loi en Nouvelle-Zélande en 2017 qui a donné des droits au troisième fleuve le plus long de Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Whanganui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fleuve, très concrètement, va en son nom pouvoir déposer des plaintes devant les tribunaux pour se défendre, pour défendre sa santé en tant qu'entité naturelle, pour se défendre contre des pollueurs, contre des industries humaines, contre des usages du fleuve qui, disons, contreviennent à sa bonne santé. Et depuis cette décision, il y a eu des décisions judiciaires en Inde, en Colombie, et en fait, le processus de personnalisation juridique de la nature va très très vite. Ça va très 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 vite. Partout où il y a des milieux ruinés, pollués, etc., il y a un mouvement pour dire il faut donner des droits à ce milieu. Voilà. Alors le modèle constituant pour créer un Parlement de Loire, ça fonctionne très simplement. Hein, c'est sur le modèle des commissions d'information parlementaire. En somme, on se dit tiens, à l'horizon, on se fixe l'idée de créer ce Parlement où il y aurait donc des humains, des non-humains, de la nature, on va dire, et des humains, des intérêts humains qui seraient mélangés, qui se battraient. Et on se dit, on va auditionner des gens. Et à chaque fois, c'est 4, alors ça va être 4 moments sur 2019-2020. Donc il y a 4 rendez-vous qui vont scander ce travail de la commission pour un Parlement de Loire. Et à chaque fois, il y a des moments d'audition publique qui sont ouverts, qui sont visibles, où on peut s'inviter en tant que public pour voir ce qui se discute, comment ça avance. On va entendre en fait différentes formes de voix, d'experts. Donc il y aura
des philosophes, des anthropologues, des spécialistes du climat, des spécialistes de Loire, écologues. On va entendre aussi des pêcheurs, on va entendre une archéologue, un paysagiste, des architectes. En fait, c'est cette approche totalement transdisciplinaire et à chaque fois pour nourrir les travaux de la commission. Et entre autres pour savoir, au fond, si on crée un Parlement de Loire, qui est là, à qui on va donner une voix, des voix dans les non-humains. Donc pour la Loire, on a quoi? On a des villes, on a des ponts, on a des centrales, on a des sables, des algues, des rives, une végétation sur les bords, et c'est tout dans l'articulation de tous ces étangs que va se dessiner la figure du Parlement de Loire. Si on devait se fixer des objectifs, il y en aurait un qui serait d'abord d'être utile comme un service public potentiel. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième, qui serait plus concret, qui est lié à ce rapport des auditions du Parlement de Loire, c'est vraiment de faire pression d'une manière modeste, sûrement, mais quand même, sur les décideurs politiques, en disant, tiens, mais il y a ces nouvelles formes qui émergent, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous ne faites rien? En sachant que le troisième objectif est plus ambitieux, c'est vraiment de fixer l'horizon d'une réforme de la Constitution. En fait, c'est ça à la fin, c'est on change nos institutions. Et à quoi ça ressemble lorsque, dans nos institutions, on accueille toutes celles et ceux qui ont été exclus depuis, j'allais dire des siècles, mais c'est presque des millénaires, à savoir les éléments de la nature. Merci. J'ai trouvé très intéressant les deux présentations et on imagine déjà des éléments de dialogue. Il y a d'abord la question du être utile pour toi. Je l'ai moins entendu de ton côté, en tout cas dans l'élément de présentation là. Donc la question mais dans le parcours et dans l'idée de travailler là-dessus, elle était présente au départ. Il y a cette idée de la traduction. Qui est importante, en disant si on réussit, j'essaye de traduire moi-même ce que j'ai pris dans la figure et ce que j'ai entendu, c'est-à-dire si on réussit à traduire et à traduire ce qui pourrait être dit par celles et ceux qui n'ont pas la parole, on arrivera avec le commun en fait, avec dans nos quotidiens. Donc il y a cette question, me semble-t-il, de la... Et plus que oui. Traduire, moi j'adore cette question de la traduction parce que je trouve que c'est une vraie question. Et moi, le dernier temps, je me suis dit, c'est une question. On ne peut pas s'empêcher de l'interprétation. Parce que toute traduction, ça va être une interprétation. Et que peut-être il faut nommer ou accepter qu'on va être toujours dans l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation. Et que bon, ça va ensemble, traduction, interprétation, mais que quelque part, on va pouvoir avoir des dispositifs ou des outils de traduction tant qu'on peut, déjà des mécanismes de traduction tant qu'on peut, mais on ne pourrait on ne serait que dans l'interprétation. Et l'accepter aussi comme ça. On accepte qu'il n'y ait pas ces fameuses langues communes qui sont évoquées dans le travail que tu présentes. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'interprétation et il n'y a pas la possibilité d'une seule langue. Il y a eu ces utopies d'une seule langue, enfin je sais pas, l'espéranto étant le dernier avatar de ça. Pas spécialiste, mais j'ai cette idée. Enfin, je sens les choses un petit peu comme ça. Donc la question de l'interprétation. Donc peut-être tu as envie de réagir sur cette idée de l'interprétation, parce que dans ce que je vois du Parlement, on en est encore, me semble-t-il, mais je vais provoquer, on en est encore dans une diversité de personnes qui ont un rapport au fleuve, vont parler à la place d'eux. Alors justement, est-ce que tu peux réagir là-dessus? Non, le projet tel qu'il est dessiné, c'est que c'est un processus instituant.
Donc c'est simplement, imaginons il y a une crise politique, enfin une crise écologique, ça on y est déjà de toute façon, mais où tout d'un coup une communauté quelconque, qui peut être en France, qui peut être locale, qui peut être régionale, qui peut être européenne, se met en mouvement pour dire on va dessiner les institutions à venir. Et donc on auditionne des personnes pour définir les règles du jeu et les nouvelles règles du jeu et comment ça fonctionnerait. Donc on n'en est pas du tout encore à expérimenter ou comme dans tes dispositifs, à parler pour, au nom d'eux, depuis, etc. On est à définir les manières dans lesquelles un tel dispositif, une telle assemblée étendue, j'ai dit parlement étendu, un tel système constitutionnel réformé, ce que j'appelle parfois une biocratie, pourrait être. En bref, le défi climatique et le défi anthropocène, c'est quelque chose qui nous oblige à passer d'un temps démocratique où le seul souverain, c'est des communautés humaines, à un souverain étendu, sachant qu'en plus on est en train de redécouvrir que le souverain terminal, c'est le terrestre, c'est Gaïa. Enfin, et qu'il va bien falloir faire avec ce souverain-là. Alors ce souverain, dans nos systèmes mondes, on les découpe. On dit, ce souverain Terre Gaïa, on va le découper en un certain nombre d'États-nations. Il y en a 176 à l'heure actuelle. Bon. Ce qui est déjà un artifice, ce qui est déjà une fiction. Mais bon, il faut bien faire avec l'existant. Donc on va dire à l'intérieur de ces découpes juridiques, on va réformer la manière dont on se rapporte au monde, au vivant. Et donc, on va changer le jeu institutionnel. Voilà. Et on se demande comment. Et en fait, pour moi, il est aussi important de poser des questions et de conduire les gens à voir à travers ce processus, parce que tu les armes en pensée, en réflexion. Et donc, il faut accompagner ce mouvement, ce changement constitutionnel. Si tu arrives déjà avec des solutions, ça ne marche pas, en fait. Ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a énormément, tu citais des scolaires, je pourrais citer Viveros de Castro avec son perspectivisme, ça peut être Haraway, ça peut être, enfin, en fait, le répertoire des pensées et des théories qui sont là dans le monde déjà pour nous aider, etc. Mais ce que je vois, c'est qu'on n'arrive pas à l'embrayer. On n'arrive pas à en faire et moi, j'ai des modèles politiques assez simples. J'ai notamment, je suis historien aussi, j'ai des modèles où je me dis, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle pour que le XIXe siècle soit un siècle de constitutionnalistes, où tout d'un coup, on passe à ce qu'on appelait la démocratie, qui était encore une démocratie d'ailleurs très genrée, puisqu'il y avait que des hommes. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que... Et donc, le XVIIIe, c'est quoi? C'est des petits groupes, comme on est ici, avec des alcôves et des petits clubs, alors, les clubs jacobins, les clubs ceci, où on lit Voltaire, on lit Rousseau, on lit le contrat social, on lit ceci, on lit cela. Et c'est des dispersions, des disséminations d'idées qui, à l'occasion d'un événement historique, se mettent en mouvement et font à un moment donné un nouvel ordre constitutionnel. Bon. Et moi, ma question sur l'Anthropocène, elle est là. C'est dans 20 ans ou dans 10 ans ou dans 4 ans, est-ce qu'on est prêt? Si demain on dit il y a un événement historique qui fait qu'on est tous mis en mouvement pour définir des institutions à venir, pour vivre avec un plus grand nombre de vivants, est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on sait faire? Alors, pour moi, ça pose des questions de comment est-ce qu'on écrit la loi à venir, etc. etc. Voilà. Donc, ça ne parle pas encore au nom d'eux. Et après, sur le au nom d'eux, ça me rejoint sur ce que tu disais sur la traduction-interprétation. En fait, bon, moi, j'ai été faire des reportages et des travaux. J'étais, par exemple, à la Cour de justice européenne pour savoir comment est-ce qu'on définit une loi à plusieurs langues. Parce qu'en Europe, c'est la question. Et en fait, c'est un bazar pas possible. Bon. Et donc, tu vas à la Cour de justice européenne qui est un modèle. Mais un modèle pour une plateforme qui est horrible, parce que les lois qu'ils appliquent, c'est les lois de la Commission. Mais le modèle qu'ils mettent en place pour écrire la loi à plusieurs langues, c'est dément. Et donc, effectivement, c'est fabuleux. Tu as des cabines de traduction absolument partout. Et là, tu as des traducteurs-interprètes. Tu as des traduceurs juridiques. Donc, en fait, c'est un couple inséparable. Mais quand tu en viens à la question du vivant, ou des humains non humains, là, tu touches un autre truc qui est que tu n'as pas de langage grammatical. C'est pas codé, en fait. Donc, tu vas introduire dans ce cas-là un autre élément qui s'ajoute pour moi au couple traduction-interprétation, qui est le terme diplomatie. Tu fais de la diplomatie. Alors, il a été repris par Morisot pour la diplomatie avec la piste animale, avec les loups, etc. Mais en fait, c'est déjà tout le répertoire diplomatique, il est chez Latour aussi. Mais en bref, ce que tu fais, c'est tu dis... et le quatrième terme, c'est l'enquête.
Et en fait, tous ces termes sont déjà dans le monde. Hein, parce que quand on décide d'un train législatif ou d'un budget ou de je ne sais quoi, ou d'un projet d'infrastructure, tu as des études d'impact. Ce qu'on n'a pas encore, c'est les gars qui votent au nom des intérêts non humains. Ça, on ne les a pas dans nos assemblées. Et c'est ça qui rabat en fait la chose. C'est que tu peux avoir toutes les études d'impact du monde. Si au final, tu as un souverain, enfin une représentation, un parlement, une assemblée, peu importe, où tu as des gens qui finissent par ne voter qu'en fonction des intérêts humains, tu as les votes qu'on a. C'est-à-dire on continue à bâtir, à faire de l'infrastructure. Juste pour la petite exception, il faut toujours une exception dans les règles. Il y a les partis animalistes. Après, voilà, c'est pas... Mais ça existe. Ça existe, on peut le voter. Voilà. Qui parle au nom d'eux aussi. Qui essaye de protéger les droits des animaux. Oui. Après, c'est pas inclus à ce niveau-là, mais c'est pas... non, mais c'est juste, mais j'essayais juste d'entendre comment ça rentrait, parce qu'en fait, un parti écologiste ou un parti animaliste d'une même ordre, on pourrait déjà se dire, il parle au nom des intérêts non humains. Et je sens que dans une transformation institutionnelle, ce qui est à penser pour nous, c'est un déplacement plus grand. Alors, je vous dis, là, on ne me voyait pas dans le film, mais à Bruno Latour, je lui proposais des dessins institutionnels en disant, qu'est-ce que c'est une assemblée interspécifique ? Est-ce que c'est une assemblée où tu as des conservateurs, de l'extrême droite, et puis des verts, et puis 3 sièges pour le parti animaliste qui a fini par obtenir des sièges ? Ou est-ce que tu as une partie des sièges à X% du nombre de sièges d'une assemblée qui s'occupe des intérêts humains et X partie des sièges qui sont donnés à des représentants statutairement. C'est-à-dire, il ne faut pas se battre dans des élections pour dire non, c'est donné parce que le monde qui est. Tu comprends ce que Votez-moi, je suis un arbre. Ouais. Non, c'est pas ça, justement, parce que ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas avoir. En fait, c'est que tu soumets. C'est-à-dire que tu dis. C'est la question de la composition, quoi. Tu dis, le monde est fait de quoi? Alors toi, tu le dis très bien, c'est parfait. Il est fait de cailloux, il est fait de minéraux, il est fait de végétaux, il est fait de tout ça. Et pourtant, tu regardes nos assemblées, elle est fait quoi? Elle est fait que d'humains. Bon. Si tu dis déjà, il y a 60 ou 70% ou 55% de l'assemblée, en fait, qui est vouée à la défense des intérêts non humains, tu as déjà quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont à se battre dans des élections pour obtenir des sièges. Leurs sièges sont là. Après, il reste la question de qui est là au nom de ces multiples États. Et quel mandat ils ont. Oui, et après... Et ça, c'est... Pour moi, là, après, ça reste un peu dans la politique, mais pour moi, c'est une des choses que je questionne un peu dans mon spectacle, vite fait. C'est la question de la représentation... Moi, je ne crois pas à représenter des idées avec une tête, avec un visage, avec un corps spécifique. Je crois que si on devait vraiment représenter des idées, des projets, des choses comme ça, il ne faudrait pas les représenter avec des symboles humains même. Après, c'est parce que ça nous éloigne aussi, ça ne nous facilite pas de pouvoir représenter des idées qui veut dire sauver cette forêt ou maintenir tel taux d'oxygène, je ne sais pas quoi, parce que ça, c'est se représenter une idée. Donc c'est des figures de l'autre. Ouais, oui, mais du coup, si on a des présidents et des personnes qui sont une gueule et qui ont vote des gueules, pour moi, ça ne nous permet pas de dépasser cette pas. Mais après, c'est une opinion très... Mais on ne peut pas... Si on continue à voter des personnes parce qu'il y a une personnalité, à quel moment on va pouvoir défendre des idées qui dépassent la question un peu personnelle Ouais. Tu veux dire quelque chose peut-être, non? Bon, après, c'est... Non, moi, il faut juste faire attention parce que quand j'emploie le terme de personnalisation juridique de la nature, c'est autre chose. Non, mais c'est une autre chose. C'est que, du coup, pour moi, dans les représentations, qui peut représenter quoi? C'est des personnes qui vont prendre le travail de défendre des idées, de construire des projets, tout ça. Mais c'est pas forcément dans la représentation après médiatique, visuelle, d'un visage. Pour moi, qu'il y a un président de la République qui soit un visage humain, pour moi, ça n'a fait aucun sens.
Ok. Mais c'est pour moi dans le même sens, c'est-à-dire que ça ne nous permet pas de comprendre, de sortir de cet anthropocentrisme si on vote pour des visages. Il y a quand même, il y a quand même dans ce que j'ai vu, en tout cas le film qui passe là, il y a quand même, et là je reprends une casquette de géographe, il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, là d'un dispositif où d'abord on a vu la question de la Loire sur l'eau. Donc on était dans le rythme, dans le fluet, quoi, une manière de fluer. On voyait quelque chose qui c'est étonnant quand même. Là tu disais on va dépasser les États, on est sur un système réticulaire déjà, la Loire. On est déjà sur un tube avec enfin une entrée dans le territoire plus ou moins large, donc j'imagine que ça peut faire débat. Mais j'ai vu que le dispositif, c'était un dispositif, un minimum d'immersion, où la tour, enfin j'ai reconnu la tour, il y avait d'autres gens, mais et d'autres étaient dans ce flux et regardaient le monde, ou en tout cas l'environnement, à partir de là, à partir du cœur de ce qu'on peut penser être la Loire ou le fleuve. Donc il me semble qu'il y a déjà là un petit décalage sur la question des figures, ou en tout cas une espèce de possible prise en compte de ce que peut être le fleuve. Mais il y avait Antoine Conjar, et micro circule, donc vous pouvez participer évidemment à l'échange. Ce que je voulais juste dire avant de ne pas l'oublier, c'est qu'en fait, si, disons, voilà, le chemin pour moi c'est ça. Si nous sommes, quand je dis nous, c'est un collectif humain d'accord pour inviter un plus grand nombre d'étangs dans nos institutions. Si. Ça, c'est le premier si. Déjà, on n'est pas nombreux là. Ensuite, on en vient à l'étape 2 qui est alors comment. Et donc, on n'est plus dans la question du pourquoi, on est dans la question du comment. On va avoir à partir de là un certain nombre de réponses. J'en vois à l'heure actuelle, disons, 3. Celle que je comprends qui est dans G5 et que je vois aussi beaucoup se développer dans les pays, notamment en Allemagne, qui passe par un rêve machine ou algorithmique. Enfin, en tout cas, il y a cette rêverie algorithmique de l'intelligence artificielle, en tout cas dans certaines vidéos que j'ai pu voir du projet, où tu confies... Alors j'ai vu un autre projet en Allemagne où le projet, c'était de confier la gestion d'une forêt à un algorithme. Bon. C'est une confiance machine. Qui soit capable de le représenter ensuite ou pas? Voilà. Qui soit capable d'intégrer toutes les variables que l'on connaît par ailleurs scientifiques et qui soit capable de produire un algorithme qui nous dise voilà à l'instant T l'intérêt de cette forêt. Tout à fait imaginable, tout à fait possible, mais ça implique une confiance machine. On va dire que c'est l'alternative A. Le deuxième, le B, si vous voulez, c'est celui qui était très... À chaque fois, Frédéric Aït-Toiti, Bruno Latour, ça revient souvent, c'est quels sont les meilleurs traducteurs, interprètes des intérêts des vivants et des non-vivants, c'est, 2 points, la communauté scientifique. Donc là, c'est une confiance d'expertise. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais à chaque fois qu'on dit gouvernement d'experts, ça fait peur. Les démocrates, la démocratie dit jamais de la vie, etc. Donc, dans le A, il y a la confiance machine, mais à chaque fois qu'on donne du pouvoir à des algorithmes, il y a aussi des milliers de personnes qui se lèvent en disant « mais non, on ne va pas confier nos vies à nos algorithmes, déjà ils gèrent tous les marchés financiers, etc. » Alors voilà, on peut débattre en disant « oui, on peut trouver des algorithmes qui sont eco-friendly ». Donc c'est mes amis allemands, etc. Et je dis que c'est tout à fait soutenable, on peut tout à fait défendre ça. Donc le gouvernement des experts, c'est les scientifiques, ça c'est le truc. Le troisième acte, le troisième plan, et je m'arrête là, c'est de dire, en fait, nous ne ferons pas l'économie du passage par les humains, parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le seul interprète encore responsable, en quelque sorte, ça rejoint ces idées de nous sommes les bergers de l'être, mais d'une certaine façon, oui, on a le care, on a la responsabilité d'un care, d'une attention au monde, et c'est nous qui l'avons, parce que d'ailleurs c'est nous qui l'avons détruit accessoirement, et que c'est consubstantiel. Donc ça reste une question politique. Donc j'en reviens à la question de qui représente. Toi, et je partage tout à fait ce que tu dis ça ne peut pas être des élus. Enfin, ça peut être des visages. Voilà, alors moi je vais pas jusque-là, parce que je pense que s'il y a une créature empathique sur Terre, c'est l'humain. On sait très très bien, les hachoirs d'Escola, ils ont des capacités d'empathie extrêmement étendues. Je pense qu'on peut développer l'empathie pour un arbre.
Voilà, je pense qu'on peut développer l'empathie pour une forêt, pour une montagne. Voilà, c'est ça. Donc, si on a cette capacité d'empathie, alors la médiation par une intelligence humaine, tu fais l'économie du visage. Et par exemple, le modèle, pour sortir du visage et de la question même du vote ou de la distinction, c'est tout ce qui est développé dans les idées de démocratie qui sont liées au tirage au sort. C'est-à-dire que tu introduis un élément de tirage au sort dans des représentations, et ces tirés au sort, qui changeraient à une fréquence de X, prêteraient serment pour représenter non pas des intérêts humains, mais des intérêts d'écosystème, des intérêts de milieu. Il y a une voie pour moi qui est une pure impasse, et je le vois apparaître dans plusieurs projets artistiques, c'est l'idée d'ajouter des singularités, des découpes, c'est-à-dire je suis le caillou. En fait, ça ne marche pas parce que toute la logique qu'on doit défendre, c'est des logiques d'interdépendance. De continuité. D'interdépendance, de relation. Oui. Oui, de continuité, je veux dire que de ne pas le voir comme du discret, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le caillou tout seul sans que ça soit aussi végétal, aussi, voilà. Tout le reste. Donc tu vas dire, et pour moi, c'est continuité. Tu vas dire discret, de continuité. Moi, je pourrais dire aussi de continuité, mais je pense que quand on parle milieu, on parle interdépendance et relation. Donc quand on parle politique, on parle machin. Quand on parle existence, on parle continuité. C'est-à-dire que moi, je suis du rocher, je suis du végétal, je suis de l'animal, comme le rocher lui-même, etc., etc. Ça, c'est continuité, c'est existentiel. Quand on touche la question politique, je parle d'interdépendance. Parce qu'on ne va pas faire l'économie quand même de distinction. Ça veut dire qu'on ne se posera pas la question de quotas. Je renvoie à ce qui s'est passé avec les... Non, parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Non, mais c'est une possibilité, on aurait pu se dire. Mais regarde par exemple avec les méga-feux en Australie. Il y a un chercheur qui nous a dit qu'il y a eu X millions de victimes parmi les animaux. Et quand on regarde ce qu'il a pris, il a pris quasiment les espèces parapluies, il n'a pas pris les insectes, il n'a pas pris... Donc il y a une espèce de gris. Comment il y a là des hiérarchies aussi. Oui, il y a une espèce de hiérarchie dans le vivant qui est... Non, ça ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Mais ça, en plus, dans tout ce qui nous arrive, il faut distinguer entre ce qui relève des représentations politiques, des assemblées, et ce qui relève des personnalisations juridiques. Parce que ça peut être utile sur une espèce menacée, que tu appelles espèce parapluie parfois, de dire, tiens, les saumons sont menacés, ou les abeilles. Prenons les abeilles. Ça peut être très utile de dire, on va donner une personnalité juridique à l'espèce abeille dans la découpe territoriale qu'on appelle France, ou Europe, ou États-Unis. Ça peut être très utile. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'espèce abeille peut faire des procès contre l'industrie des pesticides. Donc ça, l'individualité juridique sur le plan du droit privé, pour être très vite, ça peut être très utile. Sur le plan des représentations politiques, c'est-à-dire en fait des jeux de compromis, donc de négociation, alors là, c'est que des logiques de milieu. Et même jusqu'à la question, et Latour disait dans l'audition, c'était vachement intéressant, il disait ouais, mais même les humains, ils doivent faire partie du truc. Et moi, je maintenais une idée que l'état actuel du monde faisait qu'on était devenu tellement en tant qu'espèce prédateur qu'il fallait faire une ligne de coupure entre les intérêts humains et les intérêts non humains. Et que les négociations, elles devraient avoir lieu avant tout sur cette ligne et autour de cette ligne de fracture. Alors que les représentations et les envies aujourd'hui, c'est de réinclure l'homme dans, entre guillemets, l'environnement et la nature. C'est pas d'en avoir une position dichotomique. C'est une forme de représentation ou d'imaginaire qui existe, c'est-à-dire on ne ressort pas l'homme de l'ensemble. Ça pour moi, c'est vraiment le paradoxe de ce qu'on a à faire. C'est existentiellement, spirituellement, on a à faire que de la réinscription. C'est-à-dire que nous autres, nous devons penser à continuité, nous devons penser réinscription, nous devons penser sensible. Mais collectivement, ce qu'on doit penser, c'est conflit. Ça, c'est le truc pour moi qui oui, mais ça revient à la question de subjectiviser, donc devenir un sujet, et ne pas un objet ou amalgame ou chose, pour que ça crée un centre gravitationnel qui nous permet de nous référer à quelque chose et lui donner une possibilité d'existence. Moi, juste pour citer vite fait, c'est ma petite moment, et après peut-être qu'on laisse, et des philosophes femmes aussi qui travaillent là-dessus. Donc il y a Rosi Braidotti, qui est ses collègues de Donna Haraway, et il y a aussi Corinne Peluchon, qui a écrit pour une éthique de la considération. Et j'aime bien comment elle essaie de réintroduire la considération comme un mot.
C'est pas, t'as pas besoin d'être super pote avec les abeilles ou les adorer ou je sais pas quel mot on met. La considération, c'est-à-dire elle a le droit d'exister. Après, peut-être qu'on peut se mettre en confrontation même. On n'a pas besoin d'être des bisounours, des popotes avec tous les espèces et toutes les formes tout le temps. Mais du moment qu'on les considère, qu'on les fait exister, qu'on les subjectivise, et juste pour corriger, moi je ne donne pas les statuts à la machine le droit de s'occuper de toute la partie politique. Non, ça c'était également. Oui, mais voilà, pour moi, c'est plus l'hybridation que je défends là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment même des éléments hybrides. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'humain, ou que la machine, ou que les experts, ou que le... C'est qu'il faut des équipes transversales, qu'il faut des trucs super hybridés et assez hétérogènes pour pouvoir, je pense, réfléchir quelque chose qui est complexe. Mais... Oui, l'hybridation, je pense qu'il y aura aussi un rebond possible avec Antoine. On avait travaillé sur l'hybridation, sur cette question-là, et on s'était dit, attention, dans l'hybridation, il y a quelque chose de temporaire dans l'hybridation, et il y a parfois l'hubris et des formes de violence. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Antoine Conjar, tu demandes la parole depuis un moment, et puis la parole à vous aussi. Hein. Je te prête, sinon. Le micro. Tiens, je prends le mien, en attendant. Il marche maintenant. Oui, sur cette question de la confiance machine, c'est oublier totalement que les algorithmes, c'est des humains qui les font. Donc, à un moment donné, c'est avoir le rêve irréaliste, enfin, l'irréalisme de penser que la machine est neutre, ce qui est totalement impossible. L'IA, c'est une fabrication humaine. Voilà. Bref. Moi, je me demandais si ce mouvement-là que tu as évoqué, de reconnaissance ou de personnalité juridique qui arrive sur les fleuves notamment, vient pas du fait, si c'est pas un détour en fait, si ça vient en Nouvelle-Zélande, c'est... Enfin, je ne connais pas vraiment la situation, hein, mais c'est que ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'il y a des peuples autochtones et que quelque part reconnaître le fleuve, c'est reconnaître le peuple, sans le séparer de l'autre communauté nationale, enfin de la communauté nationale. Et c'est finalement en reconnaissant le fleuve, c'est reconnaître un mode de vie différent. Qui pour le coup, on n'a pas sur la Loire ou on n'aura pas sur les abeilles. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement à cet endroit-là. Enfin, Donc est-ce que c'est un leurre, d'une certaine façon, ou un artifice, une ruse pour toucher d'autres populations qui sont moins peut-être représentées ou moins lisibles? Alors, c'est très juste comme remarque, ça avait été discuté avec Bruno, tu as raison, le Whanganawi, il y a peuple, l'Atrato en Colombie, il y a peuple, et Bruno nous demandait, mais quel est le peuple de Loire? Donc il y a en quelque sorte la reconnaissance, on va dire, d'êtres attachés au milieu. Et notamment dans la jurisprudence d'abord, parce que ça commençait avec du jurisprudence puis la loi, il y a eu effectivement une reconnaissance des croyances des Maoris dans l'entité Whanganawi, dans le fait que c'était un être. Donc il y avait une reconnaissance juridique et aussi spirituelle d'une croyance. Donc ça c'est très présent. Et puis ensuite, on a fait venir des juristes qui travaillent dans le sillon de Corinne Pelluchon et qui travaillent sur la condition animale et sur le droit animal. Et en fait, là, ils sont venus avec des éléments juridiques très intéressants, notamment venant de Nouvelle-Calédonie, disant, en fait, en droit français, c'est-à-dire en droit non indigène, on a tous les éléments pour le faire. Donc en droit positif, on a tous les éléments pour le faire. Ce que ça dessine, c'est que ça dessine de toute façon, cet horizon juridique, une synthèse entre des visions animiques, dirait Descola, pour ne pas le rabattre tout de suite sur la religion, ce serait différent de l'animisme, mais mettons, des visions animistes et du droit positif, donc du droit rationnel, etc., de la modernité. C'est que tout d'un coup, il y a une synthèse qui se produit là. Et là,
je veux pas être trop long, mais Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguenot, les deux juristes, citaient les choses suivantes en disant, voilà, à la fin du 19e, nos systèmes juridiques ont reconnu des fictions d'entreprise, des fictions d'association, et ce qu'on appelle des fictions de sujets de droit. Et il les citait, si vous regardez les débats à la fin du 19e, il y avait des juristes qui disaient notamment, il citait une phrase assez drôle, mais non, les sociétés d'actionnaires, les sociétés commerciales et les associations ne peuvent pas exister indépendamment des individus physiques parce que, disait-il, je n'ai jamais dîné avec une personne morale. Ce à quoi il s'était vu répondre, oui, mais moi j'en ai souvent vu payer l'addition. Donc il y avait énormément de gens qui à l'époque disaient c'est une aberration de donner des sujets de droit, donc des personnalités, là on retrouve la personne mais autrement, des personnalités juridiques à autre chose que des individus humains. À tel point que même ça posait débat parce que c'était des hommes encore. Et je dis d'ailleurs entre parenthèses, la Nouvelle-Zélande a été la première à donner des droits de vote aux femmes, accessoirement. Donc là il y a aussi un autre continuum très intéressant, mais de genre. Mais en tout cas, ça. Et donc les juristes, ils nous disaient, voilà, il y a eu ces débats, il y avait des gens qui disaient, c'est pas du tout possible, c'est pas du tout possible. Et puis il y a ce gars qui a théorisé le sujet de droit en droit français, qui a dit, à chaque fois, je le cite presque de mémoire, à chaque fois qu'il y a reconnaissance par une communauté humaine que des intérêts supérieurs doivent être défendus et qu'on estime que le meilleur moyen de défendre ces intérêts, c'est de créer un sujet de droit, alors presque ils sous-entendent que le sujet de droit est d'emblée existant. Donc en fait, vu qu'on est plusieurs à se dire quand même il faut défendre les intérêts de la nature, on pourrait très bien voir dans l'avenir des juges qui disent parce qu'il y a besoin de défendre l'intérêt de telle et telle entité naturelle, nous décidons, nous juges, que désormais cette entité-là aura la personnalité juridique. Et c'est probablement ce qui va se passer avec le conservatisme, l'inertie que l'on connaît. Mais je pense que dans les années à venir, c'est ce qu'on va voir, j'espère. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de précipiter. Nous, là, on va vers un événement en octobre où on va de façon déclarative, performative, donner la personnalité juridique à l'entité Loire, avec ces juristes qui écrivent la loi qui ne sera pas votée au Parlement, mais que nous allons déclamer, comme on l'a fait avec les déclarations universelles des droits de l'homme. Voilà. Mais est-ce que vous avez une réflexion sur la question du bassin versant? C'est un peu, c'est-à-dire, là on dit la Loire, mais il y a aussi ses affluents. Il y a... Loire, c'est bassin versant. Oui. Ça a été fixé dès la première voilà. édition, c'est bassin versant. C'est un système vivant autour de l'eau. Voilà, donc on est dans l'idée de l'écosystème. Donc, ok. Voilà. La parole à vous. Je crois qu'il y a une question. Ouais. Oui, j'ai une question. Merci beaucoup, c'est super intéressant. J'aime beaucoup le paradoxe entre le besoin de sensibilité individuellement et la nécessité des luttes collectives. Ça me parle beaucoup et justement je me demandais si l'expérience, dans ton expérience, quels sont les freins, quels sont les obstacles, qu'ils soient... comment ? À la transformation. Ouais, à l'existence d'un cadre juridique pour certains éléments, dans l'expérience de la Loire par exemple, ou ailleurs. Je sais pas, tu pourrais répondre aussi, non? Non, parce que tu n'es pas confronté encore aux politiques ou quoi. Ouais. Ça a de la chance. Elle est quand même dans la construction d'une entité internationale ou autre. Il y a beaucoup de gens qui me disent que le minéral n'est pas vivant, donc il ne peut pas être un règne. Il y a beaucoup de gens qui me disent que la machine n'est pas vivant et n'est pas un sujet, donc que ça ne peut pas être un règne. Et donc, chaque fois que j'ai présenté les 5 règnes, chaque fois il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont me dire non, ça non, ça non, ça rentre pas. Et pourquoi ça rentre pas celui-là? Et pourquoi celui-là et pas l'autre? Et voilà. Mais c'est justement, pour moi, c'est une question des imaginaires et collectifs. Et si j'étais dans une autre culture, la question serait sûrement très différente ou autre.
Et le problème, c'est ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de travailler avec, à partir de la base existante de notre imaginaire fictif, qui est la loi quand même, qui est une construction comme un algorithme. En fait, c'est des mécanismes qu'on invente. L'algorithme, quelque part, c'est comme un protocole politique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on invente, qui est un fonctionnement, qui va, tu vois, à lequel on fait confiance ou pas, mais qui va dérouler un scénario, tac, 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 tac. Qui va nous échapper. Et qui va nous échapper aussi, quelque part. Et que, du coup, dans toutes ces fictions et mécanismes fictifs, à quels on adhère et sur quels on se base pour les contourner un peu. Mais je veux bien écouter plutôt ta réponse. Non, mais je partage ce que Rocío dit. On dit Rocío ou Rocío? Rocío. Rocío. Ça va? Rocío. Et ouais, parce que mon nom est espagnol, mais en fait c'est un nom juif espagnol enfin, bon, en fait ils ont vécu il y a des siècles et des siècles. Moi je parle plutôt italien. Les inerties en fait, ce qui s'oppose au changement, je suis d'accord. Ce que tu viens de dire, c'est juste, c'est qu'il y a des freins dans les imaginaires, il y a des obstacles. Il y a également en fait ce qui sous-tend toutes les oppositions que tu rencontres, c'est-à-dire on l'a eu dans les journaux ça nous est arrivé par le MoDem. Je ne sais pas si vous connaissez ce parti politique, enfin, mais aussi c'est arrivé par un autre parti politique qui est le Rassemblement National dans la presse locale. Donc les uns nous traitaient de post-humanistes fous dangereux et les autres de deep écologistes d'extrême gauche. Enfin, et voilà. Mais donc les attaques à chaque fois, ce qu'elles dénotent. Moi, j'aime beaucoup l'écoute flottante de la psychanalyse. Donc même quand je me fais injurier ou quand je me fais attaquer, j'écoute ce que ça dit. L'injure, ce que ça dit de la personne qui m'attaque. Et donc là, je pensais, en fait, c'est des systèmes de peur. En fait, c'est des peurs du changement. En fait, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je pratique beaucoup la méditation en autres et notamment beaucoup des méditations actives autour de la peur, parce que c'est une des énergies les plus négatives et les plus présentes, notamment liées au temps apocalyptique, en fait, et au système médiatique. Donc, la peur est pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que je ne serai jamais du côté des collapsologues d'une certaine façon, parce que ce sont des gens qui pensent une peur mouvement, c'est-à-dire faire peur. J'ai entendu, et pourtant je dialogue avec Pablo Servigne et d'autres, hein, je les aime beaucoup, ils ont écrit des choses par ailleurs passionnantes, mais quand on en vient à la question du collapse, c'est j'accélère la peur parce que je pense que ça va être un motif plus grand de modification et de changement. Or, on sait que dans tout système physiologique, la peur, ça paralyse. Voilà. Et c'est le désir qui mobilise. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si j'ai à te répondre anthropologiquement, je dirais la peur. Et après, si je réponds techniquement, je dirais c'est des systèmes techniques qui sont organisés autour de fictions. Et ces fictions, elles ont été naturalisées. Et depuis tant d'années qu'on a du mal à les changer. Je rappelle ici que quand les gens ont commencé à dire qu'il faut donner le droit de vote aux femmes, en fait, tu avais tout un système de peur et de peur archaïque et de systèmes techniques et de fiction qui disaient mais non, c'est pas possible. Lorsqu'on a donné et le disent, hein, Christopher Stone, quand il parle du droit des arbres, il prend l'exemple des Noirs américains après la guerre de sécession et il rappelle que quand on a donné des droits aux Noirs américains, tu avais toute la société blanche qui disait mais c'est pas possible, ça va créer un désordre, ça va être le chaos absolu, ça désorganise tous nos systèmes économiques, c'est impossible parce que jusqu'à ce que cette loi existe, les Noirs américains étaient traités comme des goods, des biens. Donc voilà, ce sont des forces très très puissantes. Nous faisons face à des forces extrêmement puissantes qui sont techniques, juridiques, anthropologiques, voilà, et qui s'organisent autour de la peur que ça change. Ça, comment on peut faire justement le basculement de la peur vers le désir? Je crois que c'est en train d'arriver. Je crois que des récits comme les tiens, parce que je crois que lorsqu'on voit tes images, moi j'ai un plaisir immédiat, quoi. J'ai une rêverie, j'ai un truc, j'ai un imaginaire, comme quand on regarde aussi Blade Runner, je sais pas, il y a une chose où tout d'un coup tu réouvres, même si le futur de Blade Runner il est dur, il est âpre, il pleut tout le temps, mais d'une certaine façon, le simple fait qu'il y ait un futur à penser,
c'est tellement respiratoire. C'est les années 80, c'est-à-dire c'est quoi? Alors c'est tellement respiratoire. C'est ton travail, c'est l'imaginaire et le désir d'aujourd'hui, c'est ce qui émerge dans ton travail, mais dans le cinéma par exemple, Blade Runner, on réfère tous à Blade Runner et voilà, c'est un récit possible. Sauf que c'est les années 80 et je vois pas la production. Il y a eu un Blade Runner plus récent. Ouais, moins bien, hein, honnêtement. Oui, mais j'y pensais aussi parce que je l'ai regardé avec mes enfants récemment. Et que Non, vraiment moins bien. Juste pour être dans la proposition et du désir, en fait, j'ai fait une rencontre assez merveilleuse avec cette femme qui est là, et qui est linguiste et qui, elle, travaille sur les rapports hiérarchiques dans la langue. Et justement parce que il y avait pour moi la question, mais vraiment, vraiment très forte, de comment on parle avec, comment on communique déjà, avec ces entités. Et du coup, dans la construction d'imaginaire qui produit pas des solutions, mais des idées à développer, la question de la langue, la question de la traduction, quelle langue on pourrait créer, quel code pour parler de ou avec ou en nom de ces entités. Et pour moi, c'est essentiel de quel mot on met et comment on construit. Il faut construire un nouveau langage quelque part. Et donc là, j'avais imaginé une langue relationnelle. C'est-à-dire que c'est une langue n'est pas une langue déterministe, comment dire, analytique, qu'il n'y a pas des clac, 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 des trucs découpés, mais qu'on va parler des rapports. Et c'est toute une langue qui nous permet de dire que les mots, ils parlent que des rapports entre les choses. On voit un peu ça, un peu comme les émergentistes, le mouvement émergentiste, philosophie, tout ça, au Simondon, tel. Et donc on avait essayé de dire avec quelle langue, quel code, quel mot il fallait qu'on invente pour pouvoir parler de ces entités, parce que dans notre langage, il y a déjà des structures hiérarchiques gendrées, et à plein de niveaux, qui chosifient les choses, qui donnent un statut de chose, sujet reconnaissable, sujet non pas reconnaissable, donc tout le rapport qu'on a. Et tant qu'on garde cette langue et qu'on ne la questionne pas, ça va être très dur. On ne peut pas bâtir sur cette base. Voilà. Peut-être je te laisse parler. Non, vous voulez Elle pas fait un travail merveilleux. Si vous le souhaitez, hein, c'est possible. En attendant, je voulais juste signaler que dans le dispositif qui est en place, qu'on peut voir de ton travail, et dans le dialogue avec la machine, entre guillemets, que j'ai, je ne sais plus le nom du dispositif, il y avait quand même une espèce d'interface ou de ruse qui était, quand je posais des questions à la machine, qu'elle me répondait, je dis la machine, l'algorithme, voilà, il y avait normalement, il y avait une espèce de cœur qui pulsait et qui transformait complètement le rapport en y mettant de l'émotion, mais aussi des images biologiques et tout, ce cœur que j'avais dans la main qui bougeait. Donc est-ce qu'on est obligé de passer par ça ? C'est-à-dire que le rapport n'aurait été pas le même si j'étais juste face à l'écran à dialoguer avec la machine. Je voyais pas l'écran et j'étais en contact avec ce espèce de cœur, je le dis comme ça, mais cette masse où c'était un poumon, mais j'avais l'impression que c'était un cœur. Donc, cette ruse-là, elle est intéressante, mais elle convoque aussi un imaginaire c'est justement dans des dispositifs, mais moi mes dispositifs sont artistiques ou des stratégies, et qu'on peut changer les représentations. Et en fait, c'est la représentation. L'imaginaire collectif de la machine, c'est un truc comme ça, méchant, et avec du métal et avec des clous, parce que c'était ça qui était construit dans l'imaginaire. Donc on a gardé ces images. Si à la machine on les donne encore aquatiques, au mou, au flou, je sais pas, juste son délire de boucle dans lequel il part, ça nous donne complètement un autre rapport ou à notre possibilité de rapport avec cette entité. Mais aussi avec les autres. Je veux dire, avec les humains, ça arrive beaucoup. En tout cas, il faut le tester. Enfin, je trouve voilà. Et l'autre projet, c'était juste l'idée, Lithosis, c'est une proposition de système de communication interespèces par les biais de le minéral et le champ magnétique terrestre. Donc l'installation qui est là, c'est ça, c'est-à-dire... Est-ce qu'on pourrait partir d'un système de communication qui existe peut-être déjà dans la Terre, qui est le champ magnétique? Après, je pense qu'il faut développer. Hein, parce que
j'ai pas construit, je ne suis pas designer, donc j'ai pas construit toutes les solutions concrètes. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail dans lequel il y a aussi toute cette concrétisation. Antoine ? Oui, juste une remarque c'était un point de discussion qu'on a avec Rossio. Moi, je veux bien qu'on soit relativiste jusqu'au bout, mais à un moment, je m'arrête. C'est-à-dire qu'il y a cet espace du vivant, cet espace où la vie est capable de se perpétuer. Pour moi, ne peut pas être confondu avec la machine, avec ce que l'homme fabrique de la machine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, cette notion de continuité et d'hybridation, je ne m'associe pas à ça. Je ne peux pas être à cet endroit-là. Parce que justement, je ne cesse de lutter au quotidien pour faire en sorte que le rapport qu'on a à la machine soit le moins invasif possible. On voit vite les imaginaires de l'IA et de la robotique et des nanos, si tant est qu'on soit un jour capable de fabriquer ces fameux petits robots nanométriques, ça c'est aussi de la fable. Et donc je pense qu'à un moment donné, la chose ne fonctionne plus. Mais pour moi, il ne faut pas confondre le mouvement transhumaniste avec le mouvement post-humaniste. Et pour moi, c'est vraiment deux positions très très différentes, qui n'est pas dans un rêve d'exploitation d'un ego de devenir Dieu et d'une superpuissance, ou de tricher la mort, ou des choses comme ça. Le post-humanisme, pour moi, il défend les artifices dans lesquels on peut donner une vie et projeter de la vie. C'est-à-dire que ça peut être, cette machine, ça peut être une poupée pour un enfant. Cette machine, ça peut être un ballon avec qui on discute ou avec qui on a un rapport. C'est-à-dire que c'est tout objet qui n'est pas uniquement objet, parce que le rapport qu'on peut avoir, comment dire, pour moi, la machine, quelque part, elle n'existe pas. Et c'est tout ce qu'on peut projeter là-dessus. C'est-à-dire c'est comme une espèce de miroir déformé, d'artifice dans lesquels on peut mettre plein de choses. Et on peut faire la même chose avec une table, avec un bâton magique, avec lequel, quand on touche les gens, ça les transforme. Pour moi, elle représente cet artifice. C'est un objet de poésie. Voilà, ça représente vraiment cet artifice-là avec lequel on peut faire d'autres choses, ou produire plein d'imaginaires et introduire plein d'imaginaires dedans. Ce qui fait donc que tu ne peux pas le mettre sur le même plan qu'un fleuve. Tu vois, pour moi, l'imagination, il est... Il y a une question de survie. Il y a une question de survie d'entité. Et qui fait que effectivement tu vas pouvoir faire du transfert sur un objet, mais là quand tu parles du bassin versant de la Loire, c'est autre chose qui est à l'œuvre, enfin il me semble. La vie qu'on invente, la vie qu'on imagine, la vie qu'on... Je ne sais pas bien mettre les mots, mais je trouve que cette vie-là, elle est aussi... Elle existe, elle a un besoin, on a besoin de projeter ça. Je vais dire un truc un peu délicat qui peut-être fait l'amalgame, mais il y a des dieux, il y a des statues, il y a des sangs, des vierges, des machins, des totems, des temples. En fait, j'ai l'impression qu'on a besoin aussi d'une vie symbolique qu'on va donner aux choses et qu'elle nous permet aussi de dialoguer avec quelque chose qui est plus abstrait et qui est émouvant et qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et je trouve que cette vie-là, même si elle est complètement symbolique, ou je ne sais pas quel mot mettre, elle est aussi nécessaire. Évidemment, elle n'est pas pareille qu'un fleuve. Mais pour moi, elle fait partie des règnes qui doivent exister. Allez-y, prenez la parole. On a dit priorité à la salle, alors à vous. Merci. Alors, une question, un commentaire. 30 secondes. Vous soulevez des questions très intéressantes de traduction, interprétation, aussi anthropomorphisme, comment se dédouaner de l'anthropomorphisme, par exemple en créant une langue nouvelle. J'avais envie de rajouter à la discussion un mot qui fait un peu mal, c'est le mot de colonialisme. Et la question que je me posais, c'est avec cette démarche,
est-ce que finalement, on n'est quand même pas un peu limité dans le sens où, ok, peut-être qu'on pourrait passer d'un système de colonisateurs sans foi ni loi qui usons, abusons des ressources de notre environnement, à un système finalement de colonisateurs éclairés où on continue de vivre dans notre environnement, d'en utiliser certaines ressources, mais de façon raisonnée, en prenant en considération les intérêts des autres règnes. Et je fais un petit peu exprès de rajouter ce mot assez négatif et péjoratif de colonisateur, mais je me demandais si on pouvait vraiment aller quelque part plus loin que ça. Est-ce que vous avez des commentaires? Vous qui êtes des pionniers. Je vais te répondre. Puis je dis juste parce que j'essaie toujours d'être utile, moi. Donc c'est mon truc de vouloir être utile, mais j'essaie. Donc dans la discussion qui avait lieu avant, en fait, c'est qu'il peut simplement être utile de faire la distinction entre la vie matérielle et la vie symbolique. La vie symbolique, c'est quelque chose qui est attaché à l'espèce humaine. Dans la définition de Charles Peirce sur les systèmes de symboles, c'est que les humains, les sapiens, partagent deux éléments du système de signes avec le règne animal et végétal. C'est les indices, les oiseaux, les voient des indices. Les chiens peuvent sentir un tremblement de terre. Les indices, le règne animal l'a beaucoup, les indices aussi végétaux. Donc ça, on partage. Les icônes, on partage. Les leurres, se mettre à l'appareil. Il y a souvent des systèmes de leurres dans le règne animal. Mais il y a un truc qu'on ne partage pas, c'est les symboles. Donc la vie symbolique. Tout ce que tu décris, en fait, se joue dans le monde de la vie symbolique. Il se trouve que là, la crise anthropocène, la crise écologique, c'est la vie matérielle. Et cette vie matérielle, en fait, on est obligé de s'y réattacher. Et c'est pour ça que je partage beaucoup cette alerte en disant non, nos artefacts, on est obligé de s'en servir, c'est notre tragique et c'est notre joie, c'est notre imaginaire, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, parce qu'on est aussi sur le plan des symboles. Donc, c'est notre rôle d'écrivain, d'artiste, de philosophe, de changer la vie symbolique. C'est-à-dire, à partir de la vie symbolique, de changer la relation à la vie matérielle. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est dans des langages. Donc, on est dans des codes. Donc, on est dans des fictions. Donc, on est dans des chiffres, des algorithmes, ce que tu veux. Et ce qui s'ajoute à ce que tu dis aussi beaucoup, c'est que s'ajoute cette philosophie latourienne où, bien sûr, que l'on ne cesse de parler avec des choses, des statues, des dieux, etc., dans l'ordre de la vie symbolique, parce que nous sommes des créatures de vie symbolique, attachées à la vie matérielle. C'est tout notre chose. Donc ça, c'est juste un élément, c'est qu'on doit absolument se concentrer aujourd'hui sur la vie matérielle, mais on ne peut y accéder que par les changements de régime dans la vie symbolique. Voilà. Et que donc, les changements dans la vie symbolique, si je prends par exemple la question de l'algorithme, c'est qu'est-ce qu'on va lui faire dire et comment on va s'en servir. Il sera dans le monde, il est déjà dans le monde, c'est déjà là, parce que les codes sont notre apport à la vie matérielle. On ajoute des codes à la vie matérielle. Mais ce qu'on va en faire, ça c'est de notre registre et de nos combats à l'intérieur de la vie symbolique. Sur ce que tu soulèves, sur ce mot colonialisme jeté, en t'écoutant, je pensais aussi toujours à être utile. Pour moi, une manière qui peut être utile de se représenter ce qui nous arrive, ce que l'on a à faire, c'est que on a dans nos langages et dans nos systèmes techniques divisé entre des sujets et des objets. C'est vraiment ce qu'on fait. Et dans la longue histoire de la colonisation, il y a eu des êtres humains qui ont été traités comme objets. Et donc qui ont été et qui sont encore. Mais avec des logiques juridiques derrière, donc je peux reprendre très vite, mais les Amérindiens, c'est la fameuse controverse de Valladolid, quand on se demande ont-ils une âme, n'ont-ils pas d'âme, ils finissent par être des demi-sujets, demi-objets, c'est-à-dire qu'ils sont christianisables. Donc c'est un lieu bizarre. Les femmes, dans l'histoire longue de l'humanité et en Occident, c'était vraiment des demi-sujets, demi-objets qui étaient appartenus. Moi, je sais, parce que je parle souvent là, à ce moment-là, depuis un point de vue subalterne, qui est cette histoire juive, mais les Juifs, à travers l'histoire, étaient traités comme des meubles.
C'était des meubles. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Ils étaient assignés à résidence, puis jusqu'à ce qu'ils soient traités même comme de la matière stock, jusqu'à ce qu'ils soient détruits même comme chose. Donc, les Africains de la traite, de l'esclavage, eux étaient vraiment des biens appropriables. Donc, ils étaient du côté des choses. Et le mouvement, vraiment sur un très long temps, c'est que la modernité s'impose par une division sujet-objet. Du côté des objets, il y avait tout le monde naturel, tout le naturalisme, ce que Descola appelle le naturalisme, avec, du côté des objets, mais à d'autres endroits, pas tout à fait exactement au même endroit, les femmes, les juifs, les noirs, les indiens, enfin, etc. Plein de modes d'existence, mais qui étaient du côté des objets. Et puis, il y a ce mouvement de décolonisation, si on le voit sur une très longue période, qui va donner des droits à. Donner des droits à. C'est-à-dire, quand on dit donner des droits à, c'est faire passer de la colonne des objets, demi-objets, à la colonne des sujets, plein sujet. Donc, les femmes entrent, les Noirs américains entrent, les Amérindiens entrent, mais entrent pas vraiment, etc. Et puis, au bout de ce processus, on dit, mais qu'est-ce qui reste du côté des objets? Et on se rend compte qu'on va devoir faire la même chose avec les éléments de la nature eux-mêmes. Et donc, moi, je suis d'accord pour jeter ce terme de colonialisme, mais en t'entendant, je pensais beaucoup aux travaux d'un historien qui est Dipesh Chakrabarty, qui est parti de l'histoire des subalternes, donc du colonialisme, du postcolonial, et qui en est arrivé à écrire l'histoire de l'Antarctique. Et dans un destin d'historien, c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'en observant des humains qui ont été traités comme des choses, il en est venu à raconter l'histoire des choses elles-mêmes. Et je parle parfois de solidarité ontologique. Il y a un truc qui nous arrive en ce moment, c'est qu'au bout de tout ce processus de tentative de décolonisation qui n'est jamais fini, on en vient à se poser la question du droit, des sujets, de passer les derniers objets du côté des sujets. Voilà. Si ça peut être un tout petit peu utile, je voulais juste le partager. Merci, je crois qu'il faut qu'on aille vers la fin. Alors moi j'avais plusieurs remarques. Je trouve intéressant, on s'est donné un pas de temps. Enfin, on s'est donné, il y a à la fois des expérimentations, il y a la fabrique d'imaginaire. Et c'est intéressant de voir comment c'est en résonance avec ce qui se passe ici et maintenant dans la société. C'est-à-dire quand on voit comment on peut intégrer des autres ou des choses et autres, et de regarder la façon dont les uns et les autres, ici et maintenant, on peut être intégrés à des processus de participation, de représentation. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième élément, je veux d'abord vous remercier de l'éclairage, et évidemment, ça nous donne envie de poursuivre. Alors j'ai plusieurs questions et plusieurs propositions. La première, moi j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut vous voir et vous rencontrer in vivo, in situ, dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que ce débat, bon, sur les réseaux, on va vous trouver sans doute, mais in vivo, in situ. Donc, en ce qui te concerne, il y a ce qui se joue ici, il y a un certain nombre de choses, mais est-ce que tu peux nous donner des endroits, des lieux où ce que tu produis, ce que tu travailles est représenté, où tu es présente, et qu'on puisse continuer à dialoguer avec toi? Ça, c'est là. Et avec toi également. Est-ce que vous avez des rendez-vous possibles avec nous, et nous, on vous fera une autre proposition? De présentation de travail. De présentation, ou de séminaires, ou de rencontres, ou de choses qui sont déjà organisées, auxquelles on pourrait s'associer si c'est ouvert, bien sûr. Ah oui, ouais, d'accord. Bon, la semaine prochaine, on joue au G5 à Nantes, donc, ça, voilà, le 26, à Stélolux. Et ensuite, il y a un rendez-vous qui peut être intéressant, c'est qu'on participe à un festival qui s'appelle Other Futures. Donc le festival, il existait déjà, il fait une version de voir quel type de futur. Donc c'est à Amsterdam, ça dure 2 jours, c'est le 10 et 11 avril. Et en fait, on va faire aussi une rencontre avec l'Université de la Pluralité. Donc j'ai fait partie, qu'on a fondé il y a 1 an à 70 personnes à Paris, des personnes très très diverses. Donc il y a beaucoup de gens qui font de prospective design, des designers, des gens qui créent de la controverse, des débats, des gens qui viennent un peu de Sciences Po, d'autres gens qui juste écrivent de la science-fiction, des gens très divers. Et qu'on essaie de réfléchir aux imaginaires du futur. Et quels sont les récits et
et voilà, et les histoires, et comment détecter aussi comment ça se construit, quelle cartographie d'imaginaire du futur, tout ça, et comment on peut produire, nous, et débattre d'autres. C'est un réseau ouvert, n'importe qui peut joindre. Il n'y a rien de spécifique qu'on fait à part de discuter entre nous, échanger des infos et essayer d'organiser des choses. Ça s'appelle universitédelapluralité.org. Et on va faire un rendez-vous, je pense, pendant ce festival Other Futures. D'accord. Et pour toi? Alors, on a des dates comme ça du Parlement. Quand tu parlais, tu as dit bientôt on se revoit. Bon, est-ce que c'est ouvert à des kidam comme moi? Oui. Toutes les séances publiques du Parlement de Loire, il y a des séances de travail où on travaille avec la commission, on discute, ça avance. Et puis les séances publiques, c'est bien sûr ouvert, oui. La prochaine journée, c'est le 21 mars. Et c'est à Orléans. Voilà. Et c'est sur Internet, Parlement de Loire. Enfin, il y a une page Facebook, enfin, site Parlement de Loire, ça se suit très bien. Voilà, après, il y a des livres qui vont paraître, enfin, la vie, quoi. Mais si vous voulez, moi, si vous voulez suivre, moi, j'ai un usage de Facebook comme ça, où je poste des choses de moins en moins, en fait, à dire vrai. Parce que je supporte plus ce réseau, tellement ce réseau, mais voilà, enfin, quand même, de temps en temps, quand il y a des moments importants. D'accord. Voilà. Moi, j'ai un rendez-vous à vous proposer. C'est une réflexion qu'on a, on en a déjà parlé tous les deux, mais on a un rendez-vous mi-septembre à Cérisy pendant 3 jours pour réfléchir aussi, donc avec Chris Younes, avec Yves Citon, avec un certain nombre de personnes. Et on aimerait bien vous convier les uns et les autres. J'en ai parlé à Antoine et celles et ceux qui auraient pour mettre en place quelque chose peut-être en août, ensuite l'année d'après plus ambitieux. Et donc moi je découvre aussi ce réseau-là. Je découvre pas tout à fait ton travail, mais aussi. Donc ça c'est un rendez-vous possible. Mais donc ce que m'a soufflé tout à l'heure Antoine, c'est la chose suivante. Si parmi vous il y en a qui souhaitent qu'on continue le travail et l'échange, nous laissez vos courriels, vos mails ici, là, donc ça c'est possible. Et puis moi j'envoie une proposition au maître des lieux et de cérémonie presque à Antoine, c'est de dire de la même façon qu'on a il y a quelques années travaillé avec des masters dans des ateliers de l'imaginaire. Je trouve que c'est fondamental ce qui est posé ici pour nous aider à réfléchir. Je sais pas, il y a les municipales, il y a eu les Gilets jaunes, les Nuits debout, ce qui se passe en Inde, au Liban, partout qui émerge, et il y a quelque chose du besoin d'un imaginaire, de récit. Et par contre, ce qui me manque peut-être, c'est le fait, mais on a dialogué depuis des années là-dessus, que ce débat-là, on l'est pas d'une certaine façon dans la provocation de l'espace public plus large. C'est-à-dire pour accéder à ce débat, évidemment, il est retransmis, il est enregistré, mais en même temps, je rêve de ce débat, je ne sais pas, place Victor Hugo ou à la sortie d'un supermarché ou sur un rond-point, ou peu importe. C'est-à-dire, et ça c'est le géographe, c'est le in situ qui permet de croiser et d'amener d'autres personnes qui sont en dehors de peut-être des instances de design démocratique dans lesquelles on est. De l'Isère, dans l'Isère. On a fait avec Antoine il y a quelques années la descente de l'Isère en bateau. En termes de changement de point de vue, c'est très intéressant, et sur l'entrée dans la ville et ainsi de suite. Donc la question que je pose à Antoine, qui sait aussi mobiliser des gens, un peu de moyens et tout, est-ce qu'on pourrait pas avoir un atelier commun où là on est de 3 et plus vous, puis associés dans les prochains mois. C'est pas besoin d'avoir je parle pas de millions et ainsi de suite, mais je pense qu'il y a ce lieu qui est l'Hexagone, il y a des partenariats, et là il y a vraiment des choses qui sont, j'imagine, en résonance avec beaucoup de vos questionnements. Est-ce que tu peux pas nous concocter ou qu'on construise une espèce d'atelier ou de situation? Voilà. Mais j'ai envie, moi. Il faut qu'il se repose après le festival. Non, mais il a pas encore digéré de ce qu'il est en train de vivre. Non, mais c'est bien qu'on prenne date aussi, qu'on prenne lieu, je trouve. On peut lui mettre en plus un couteau sous la gorge. Ouais, allons-y. Sinon, il m'inviterait pas. Non, mais il n'y a pas de souci, parce que Luc, il sait très bien où je peux aller. Et donc, s'il s'avance comme ça, c'est qu'il sait qu'on peut s'avancer dans ce sens-là. Donc, c'est effectivement, si... mais peut-être que tu veux aussi dire quelque chose. Je ne sais pas si ça fait écho chez toi. Non? Tu veux dire un mot? Si, ça peut être un dernier mot. Et puis Antoine... Parce que le lac Léman, c'est pas très loin. Ouais.
Non, là je suis invité, donc je dis un mot, mais rien de particulier. Moi, je suis Andrea Novikov, je dirige un théâtre à Genève, théâtre de l'Orangerie, qui a opté pour un choix de programmation qui est lié aux questions de rapport de l'être humain avec tout ce qui n'est pas humain. C'est un choix qu'on a fait il y a 3 ans, quand j'étais nommé. Et c'est un théâtre qui permettait ça parce qu'il se situe au milieu d'un parc. Donc c'est un cas assez rare. C'est une orangerie, une ancienne orangerie au milieu d'un parc. Donc on est entouré par la nature. Avant c'était un simple théâtre d'été avec sa terrasse. Aujourd'hui c'est un lieu pluridisciplinaire, disons comme ça, qui accueille le long de l'été toutes sortes d'événements, entre une saison théâtrale, mais toutes sortes d'événements pour créer une sorte d'écosystème qui questionne et qui nous questionne quand on y est. On peut y passer du temps pour le plaisir, et on peut y venir pour assister à une œuvre et après rester. On peut venir voir une expo et se poser. Voilà. Donc, mais pour le reste, disons, on existe, on n'est pas si loin que ça. Donc, en termes d'un réseau par là autour, bien sûr, volontiers. Voilà. Ok. On a un allié de plus, Antoine. Il y a d'autres. En tout cas, ce qu'on peut imaginer de manière très concrète, après vous verrez, mais c'est que la vie de l'Hexagone, elle se fait à la fois à travers la saison de l'Hexagone, c'est donc annuel, elle se fait aussi à travers la biennale, ce qu'on est en train de vivre, et donc ça veut dire que la prochaine biennale, elle est évidemment dans 2 ans, au moins, et que pour préparer la biennale, on fabrique toujours des espaces de rencontre. Donc tu évoquais qu'il puisse y avoir déjà un groupe d'étudiants à partir de master ou qui soit un premier cercle. Et puis on peut imaginer, c'est comme ça qu'on a déjà travaillé avec Luc, qu'il y ait un deuxième cercle qui soit plus des gens du réseau de l'Hexagone. Après, il n'y a rien qui est prémédité, donc ça veut dire qu'on se rencontre, on se dit qu'est-ce qu'on fait, et puis on invente. D'accord. Voilà, écoutez, merci Antoine pour cette date qui n'est pas encore une date, mais en tout cas une promesse d'une future date et puis d'un dialogue avec la Suisse. Tu veux conclure ? Non, mais je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, cette information. Non. Mais si on voulait se trouver un temps, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer à Marseille autour du Anthropocène en juin. Je ne sais pas si... Non, c'est pas encore... Non, ouais. Il y a un grand événement à Marseille en juin. Je regarderai après tout à l'heure pour avoir les informations exactes, mais on pourrait tout à fait décider de se retrouver en juin, faire un petit aparté déjà pour avancer, quoi, qui serait un moment possible. Il va y avoir énormément de choses sur Marseille. Je me souviens plus il y a le Coal. Le Coal ? Ouais. Tu les connais ? Oui. Tu les connais. Mais oui, parce que tu n'as pas eu un prix Coal, toi ? J'étais finaliste. Tu étais finaliste, ok. Ça devient mystérieux pour nous, tous ces acronymes. Non, le Coal, c'est ils sont engagés dans le Parlement de Loire. C'est une agence qui mêle art, écologie, art anthropocène, qui est vraiment... Voilà, qui co-organise cet événement marseillais, dont je vais retrouver les choses. Mais on peut tout à fait faire une petite boucle d'email et se dire... voilà. Mais déjà après cette rencontre, même informellement, avec plaisir. D'accord, donc on garde en tête ça. On a posé la question de vos courriels, de vos mails, si vous souhaitez être mis dans cette espèce de petite boucle encore informelle. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous applaudir aussi. Ça se fait encore. Et à vous inviter à venir laisser votre courriel ou votre mail. Merci.